Bonsoir à tous. Il y a 13 ans, une mystérieuse disparition eut lieu. Il s'agit de la disparition de Madeleine McCann, une petite fille âgée alors de 3 ans au moment des faits. Surnommée Maddie, va devenir le symbole des enfants disparus, autant par cette enquête surmédiatisée, mais aussi par sa disparition plus que rapide. Souvenez-vous, pour ceux qui ont suivi notre JTR sur Agnès Marin, nous sommes aujourd'hui encore dans un cas où tout aurait pu probablement être stoppé s'il n'y avait pas eu de défaillance par le système. Je vous développerai tout ça au cours de cette émission. Comme vous l'aurez compris, ce soir nous parlerons de l'enlèvement de la petite Maddie McCann ainsi que de son assaillant présumé. C'est une nouvelle émission, c'est un nouveau JTR. Tout commence le 28 avril 2007. Kate et Jerry McCann, médecins britanniques de profession, décident de partir en vacances dans une belle résidence d'appartements privés de Paralaios, au Portugal, accompagnés de leur enfant et d'un couple d'amis. Il s'agit là d'un petit séjour de détente entre parents et enfants, comme beaucoup de familles le font dans le monde. Ils étaient partis pour une semaine en vacances. Tout se passait bien, piscine, glace au bord de la plage, restaurant. Tout aurait été parfait pour un souvenir merveilleux en famille. Justement, en parlant de restaurant, le 3 mai 2007 à 8 h, la famille McCann décide de partir manger des tapas avec un couple d'amis. Un restaurant même très proche, il suffisait de traverser la résidence pour tomber sur ce restaurant. Ils ne se doutaient pas à ce moment-là que leur vie à tous allait être changée à jamais. La proximité de ce restaurant persuadera la famille McCann ainsi que leur couple d'amis de laisser les enfants seuls à la résidence pour la nuit. Et cela tout au long de la semaine, car en effet, à seulement 5 minutes de la résidence, cela ne représentait pas grand risque. Ils décidèrent donc de laisser les enfants sans surveillance et de faire à tour de rôle des tours de garde. La petite Maddie et ses frères et sœurs dorment alors seuls dans la résidence à seulement 5 minutes du restaurant. Les parents ainsi entraient par la porte de derrière qu'ils laissaient ouverte, regardaient si les enfants allaient bien, puis repartaient. Le roulement s'est fait ainsi. Jerry McCann, à 9 h, prend alors son tour de garde et va voir les enfants. En revenant rejoindre ses amis ainsi que sa conjointe, il expliqua que tous les enfants dormaient paisiblement dans leur chambre. Selon l'enquête, les choses se compliquent à 9h30 quand vient le tour d'un ami de la famille de faire sa ronde. Celui-ci donnait alors 3 versions de la scène. Il révéla la première fois qu'il s'était arrêté à la porte de derrière pour écouter si tout allait bien. Et comme personne ne pleurait, il serait reparti. La seconde fois, il affirma être rentré dans l'appartement et que les enfants dormaient paisiblement. Il finit par révéler qu'il était juste rentré dans le hall et n'entendait rien d'anormal, il serait donc retourné au restaurant. Cela peut paraître étrange de changer autant de versions. Toutefois, le stress peut engendrer des troubles de la mémoire spontanée. Une chose est sûre, l'ami de la famille est certain que les 3 enfants dormaient dans leur chambre. La demi-heure suivante, c'est au tour de la mère d'effectuer son tour de garde. Celle-ci jette un coup d'œil rapide dans les différentes chambres et ne voit à première vue rien d'anormal. Elle décida alors de fermer la porte. Celle-ci fut happée comme s'il y avait un courant d'air. Madame McCann décida alors de faire le tour de chaque pièce. Quand elle se rendit compte que la fenêtre qui était au-dessus du lit de la petite Maddie était ouverte, c'est en la refermant qu'elle vit une vision qu'elle n'oubliera jamais. Le lit de la petite était vide. Elle fut alors prise d'un sentiment lourd. Elle savait qu'il se passait quelque chose de grave. La petite fille avait disparu.
À 10h15, la police avait déclaré un état d'urgence au Portugal pour enfants disparus. La thèse d'un enfant perdu, qui se serait possiblement réveillé seul dans un appartement en premier lieu, est favorisée. En effet, celle-ci aurait pu prendre peur, sortir de l'appartement à la recherche de ses parents et se serait perdue. Il décide alors de fouiller tous les environs, piscines et autres ruelles de la zone, mais sans succès. Dans les heures qui suivent, les parents de Maddie, persuadés que la jeune fille a été enlevée, donnent leur première interview. Words cannot describe the anguish and despair that we are feeling as the parents of our beautiful daughter Madeleine. We request that anyone who may have any information related to Madeleine's disappearance, no matter how trivial, contact the Portuguese police and help us get her back safely. Please, if you have Madeleine, let her come home to her mummy, daddy, brother and sister. As everyone can understand how distressing the current situation is, we ask that our privacy is respected to allow us to continue assisting the police in their investigation. Thank you. Aucune trace de la petite pendant toute la nuit de recherche. Le lendemain, la police décide de convoquer les parents afin de leur poser quelques questions. On trouvait alors à l'époque assez suspect que la mère de la petite ne veuille pas répondre à plus de questions. Même s'il est vrai qu'il faut comprendre que les parents ressentent énormément de stress et ne comprennent pas pourquoi on leur pose des questions plus aberrantes les unes que les autres, même si cela facilite grandement le travail des enquêteurs. Vous l'aurez compris, dans cette triste affaire, la police n'a pas beaucoup d'aide de la part de la famille, qui ceux-ci, à part crier alerte à l'enlèvement, n'apportent pas beaucoup de réponses à leurs questions. Cela plus leur comportement étrange avec leur enfant, comme le fait de les laisser seuls, porte non verrouillée dans un pays étranger, font d'eux rapidement des suspects possibles dans cette affaire. Sachant en plus que les événements ne sont absolument pas fiables, personne ne sait exactement quand Maddie a disparu. Cette affaire est un trou noir pour les enquêteurs qui n'ont alors que deux théories. Soit les parents de la petite l'ont fait disparaître pour une quelconque raison et cherchent à brouiller les pistes, théorie mise en cause précédemment. Soit alors ils ont bien raison et il s'agit bien d'un enlèvement. Voici les quelques faits qui laissent penser qu'il s'agit bien d'un enlèvement. Le soir de la disparition, le père de famille raconte qu'après avoir effectué son tour de garde, il s'arrêta un moment pour discuter avec une connaissance de la résidence. Au même moment, une amie de la famille qui était au restaurant avec eux, que nous appellerons Jane, est partie elle aussi surveiller ses enfants qui dormaient paisiblement dans leur chambre. Elle explique qu'à son retour, elle a bien vu Jerry discuter avec cette amie. Mais le plus important est que dans ce même laps de temps, sur le retour, Jane aperçut un homme sur le trottoir d'en face, marcher avec ce qui ressemblait à une petite fille blonde, endormie, en pyjama rose, dans ses bras. Il marchait rapidement, mais à ce moment-là, elle n'a pas vu le visage de l'enfant et n'y a pas forcément prêté plus attention que cela. Un couple de cette même résidence affirme avoir vu un homme déplacer une petite fille vers la plage. Un autre couple affirme que le couple n'effectuait pas des tours de garde toutes les 30 minutes, mais toutes les 1 heure, voire 1h15. Ils savaient cela car plusieurs fois dans la semaine, ils avaient entendu Maddie pleurer et crier « Daddy, where are you ?» et cela pendant plus d'1 heure. La police a donc fait appel à des chiens renifleurs pour avoir une idée de la piste de la petite Maddie. Les chiens se sont d'abord dirigés dans la chambre de la fillette, vers le sofa, puis la garde-robe des parents, puis dans une voiture de location appartenant à ceux-ci. Cela paraît logique que l'odeur de la petite soit à ces endroits-là, à un détail près. Les chiens sont longtemps restés à renifler dans le coffre de la voiture de location des parents, puis plus rien. À ce moment-là de l'enquête, beaucoup de personnes, sachant que les 2 parents de Maddie sont médecins, ont alors supposé qu'afin de la calmer, il lui aurait donné des médicaments pour la faire dormir, et que suite à un surdosage, malheureusement, cela aurait emporté la jeune fille au paradis. Les parents, après s'être rendus compte que la petite fille était morte, auraient alors fait disparaître le corps et auraient lancé une alerte enlèvement. Toutefois, tout cela sont des ragots sans preuve. Au fil de l'enquête, la population britannique et portugaise n'appréciait plus les parents McCain car ceux-ci ne faisaient pas preuve d'émotion quand ils demandaient de l'aide pour retrouver leur fille.
Des experts disent que le discours des parents n'est pas sincère. De plus, une question subsistait. La résidence offrait des gardes d'enfants. Alors pourquoi prendre la décision de laisser les enfants seuls, sans surveillance, au risque de l'enlèvement? Joey, I mean, look, difficult question. But obviously the resort you were in had lots of nanny facilities and they weren't that expensive to use and you both were professionals earning money. Another criticism that's put to you is why didn't you just pay to have a nanny if you wanted to go out for dinner? Yeah, I mean, it's not a question of money. We did what we thought was best in the kids' routines, and I think as parents we had a very good routine in terms of the whole bath, bed, story type thing. And I take your point, but for me, you know, if your children are asleep upstairs in a bedroom and you're dining in the garden, you're out of sight and you can't hear them. And that's the similar thing to me. We were, except I guess that most people's homes are secure. Sure. You know, this was not a secure property. People could come in and off the street if they wanted to. That's where the criticism, I guess, comes at its most fierce towards you. Is Aucune trace de la petite Maddie. Des semaines passent, des mois, des années. Des milliers de témoignages de personnes étant convaincues d'avoir vu la petite ont été enregistrés comme souvent dans ce genre d'affaires, mais tous emmenés sur de fausses pistes. Au cours de cette enquête, certaines pistes sont plus qu'intéressantes. Laissez-moi donc vous les citer. Une personne anonyme a pris une photo au Maroc d'une femme avec une petite fille blonde, ressemblant fortement à Maddie. Malheureusement, la petite fille n'était pas Maddie. Elle était marocaine et elle ne savait parler que cette langue-là. Plus récemment, une jeune fille sans abri avec un accent anglais parfait a affirmé être Madeleine. Malheureusement, peu de temps après, elle s'est rétractée. Toujours aucune trace de la jeune Maddie, mais l'affaire a énormément évolué. À tel point que la police est certaine d'avoir son coupable. Un homme de 43 ans avec un lourd passé. Les informations que je vais maintenant vous communiquer datent à peine quelques semaines. Il est encore trop tôt pour dire si elles sont véritablement bonnes, mais elles sont plus que troublantes. J'ai parlé rapidement de l'affaire Agnès Marin au cours de cette émission. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. En effet, on se retrouve de nouveau face à un homme avec un lourd passé. Tout aurait pu être stoppé si des sanctions judiciaires strictes avaient été mises en cours. Depuis le 3 juin 2020, les médias ont révélé qu'un suspect était étudié de très près depuis des années concernant l'affaire Maddie McCain. Son nom, Christian Bruckner. Cet homme est actuellement en détention pour d'autres affaires dont nous vous donnerons le détail dans quelques instants. Au cours de cette enquête laborieuse, pas de piste, rien, des témoins incertains, une heure de disparition hasardeuse, même les chiens policiers n'avaient mené à rien. Toutefois, avec le temps qui passe, l'enquête a avancé. Premièrement, Christian, âgé de 30 ans au moment des faits, habitant à Praia la Luz au Portugal. En 2007, celui-ci habitait dans un van très proche de la résidence où séjournait la famille McCain. D'ailleurs, le lendemain de la disparition de Maddie, Christian a établi un nouveau certificat pour changer le nom d'enregistrement de son van. L'homme voyageait sans cesse dans toute l'Europe sans jamais changer la carte grise. Nous allons maintenant nous intéresser au passé de Christian Bruckner. Et vous allez découvrir pourquoi même, s'il s'avère dans les mois qui viennent que cet homme n'est pas notre coupable, tout comme le cas d'Agnès Marin, bien des drames auraient pu être évités si les services judiciaires n'avaient pas commis d'erreur. Citoyen allemand de 43 ans en 2020, Christian n'est pas ce que l'on pourrait appeler un bon samaritain. Même au-delà, il n'est tout simplement pas quelqu'un de bien. Laissez-moi vous énoncer quelques méfaits de cet homme d'un point de vue de la justice. Je vous ai dit précédemment que notre homme était actuellement en prison. Alors, pourquoi? Ceci pour une durée de 7 ans, pour viol sur une femme de 72 ans. Une Américaine qui logeait à la même résidence que la famille McCain, mais 2 ans avant l'enlèvement. Christian fut arrêté bien des années plus tard pour cette affaire. Malheureusement, cet homme n'est pas méconnu des services de police et judiciaires. Il est connu comme étant un prédateur sexuel pour viol et abus sur mineurs. Mais bien avant cela, dans sa jeunesse, celui-ci avait déjà des prédispositions. Il a en effet été arrêté à l'âge de 15 ans pour cambriolage en Allemagne,
Puis en 1994, à l'âge de 17 ans, il fut arrêté pour agression sexuelle sur mineur de moins de 10 ans. Du fait de son âge, celui-ci ne sera condamné qu'à 2 ans de prison pour ses actes. Sur les 2 ans de prison, il ne fera malheureusement qu'1 an et déménagera au Portugal. Dans ce nouveau pays, l'homme ne se calmera pas. En effet, il est arrêté pour vol, agression, faux et usage de faux, vente de stupéfiants. Il sera alors expatrié du Portugal vers l'Allemagne. Son dossier refait surface en 2016. Il sera alors de nouveau condamné pour abus sur un mineur de moins de 10 ans. Et pour ce nouveau crime, il sera de nouveau condamné à seulement 1 an de prison. À peine sorti de prison, celui-ci y retourna en juin 2017. Et pour quelle raison? Abus sur mineur, encore une fois. Cet homme, à l'instar de Michel Fourniret par exemple, est clairement un prédateur féroce qui ne s'arrêtera jamais. D'anciens amis à lui disent même qu'il allait à la sortie des écoles primaires pour distribuer des jouets et des bonbons aux enfants. Nous savons que sur un forum, un certain Christian Buckner a écrit ceci. « Je désire capturer quelque chose de tout petit pour le séquestrer, le violer et le torturer pendant plusieurs jours. » Revenons alors dans le présent. Cet homme, qui n'était pas suivi psychologiquement et n'était pas surveillé, n'aurait sûrement pas été arrêté s'il n'avait pas conservé sur lui des vidéos le montrant commettre ses méfaits auprès de personnes dont notre septuagénaire mentionnait un peu plus tôt dans l'émission. Le contenu de ces vidéos n'est alors pas rendu public. Néanmoins, on sait que l'on y voit Christian Buckner attacher ses victimes, les bâillonner, puis les violer devant son objectif. C'est un ami à lui en 2019 qui tomba sur ces vidéos et qui prit la décision de le dénoncer. C'est alors, en cette même année, que 15 ans plus tard, les traces d'ADN vont confirmer que c'est bien lui qui a violé notre septuagénaire. La scène décrite par la victime de l'époque est insoutenable. Celle-ci raconte que l'homme se serait introduit dans son appartement par la porte arrière qui n'était pas verrouillée et l'aurait frappé violemment plusieurs fois avant de l'installer devant son matériel vidéo pour la violer. À ce moment même de l'enquête, les langues se délient. Les amis de Christian expliquent donc ses penchants. Mais pourquoi ne l'ont-ils pas arrêté alors qu'ils connaissaient parfaitement ses préférences? Nous apprenons, grâce à ses amis, ceci. Christian aurait dit à un de ses amis qu'il rêvait de kidnapper un enfant pour pouvoir le séquestrer et le violer des jours durant. L'ami en question lui aurait simplement répondu qu'il ne pouvait pas commettre cela, qu'il aurait des problèmes. Christian aurait alors conclu la discussion en disant qu'il était facile de commettre et de cacher un petit corps. Personnellement, je ne peux pas m'imaginer avoir une discussion pareille avec quelqu'un et retourner à ma vie sans me demander mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne et essayer d'en savoir plus afin de protéger mon prochain. Nous savons qu'en 2013, un homme blond fut aperçu près de l'appartement qu'occupaient les McCain dans la résidence. Pourquoi Christian, qui est blond, 6 ans plus tard, se retrouve proche de cet appartement? Est-ce lui qui a commis cet enlèvement? Et s'il est coupable, pourquoi revenir sur les lieux aussi longtemps après? Peut-être avait-il laissé une preuve quelque part. Dans la terre, par exemple, ou un simple retour sur le lieu du crime. Nous n'avons pas cette information pour le moment. Toutefois, d'autres informations viennent confondre Christian Buckner comme étant le suspect idéal. La veille de la disparition de la petite Maddy, un homme ressemblant à Christian, portant des lunettes de soleil, a été vu aux abords de l'appartement. Un peu plus tard, dans cette même journée, 2 hommes blonds ont été vus aussi, rôdant près de cet appartement. Le plus marquant reste à venir. Christian s'est rendu dans un bar avec quelques amis quelques jours après la disparition de Maddy. Et au cours de la soirée, au moment où l'image de la petite fille passait à la télévision, celui-ci aurait dit « Je sais ce qu'il est arrivé à Madeleine. C'est moi qui l'ai enlevé. » Quelques années après, un homme s'est rendu à nouveau sous le pseudonyme de Christian Buckner sur un forum parlant de la disparition de la petite Madeleine McCain pour réagir à divers commentaires en écrivant que la petite était morte. Nous sommes alors en 2014. Christian discute avec la barmaid, une de ses connaissances. Au bout d'un moment vint le sujet de la disparition et Christian aurait dit mot pour mot « La fillette est morte. C'est une bonne affaire. C'est facile de faire disparaître un corps. » La barmaid, choquée par ces paroles, décide d'aller voir la police quelque temps plus tard.
C'est ainsi que nous apprenons que Christian est déjà suspecté de beaucoup d'affaires, mais qu'il n'y a pas assez de preuves pour l'arrêter. Depuis la divulgation de son nom, les enquêteurs ont reçu plus de 600 appels de personnes voulant parler de Christian pour des affaires autres que l'affaire de la petite Madeleine. En plus des crimes commis où il a été reconnu coupable, notre homme est maintenant suspecté pour la disparition de la petite Maddie McCain, mais aussi d'autres disparitions. En 2020, pas loin de 12 plaintes ont été déposées contre Christian, dont 9 pour agression sexuelle ou viol, et 3 pour tentative de viol sur des fillettes anglaises en séjour au Portugal, âgées au moment des faits, entre 6 et 12 ans. Vous l'aurez compris, si ces accusations sont fondées, il s'agirait alors d'un prédateur avec un lieu de chasse et un mode opératoire. On peut alors répertorier pas moins de 18 tentatives d'agression ou d'intrusion dans des résidences de vacances, tout occupées alors par des familles anglaises ayant des enfants. Dans ces incidents, la description est toujours la même. On parle toujours d'un homme blond, voire deux, rôdant près des appartements quelque temps avant les faits. De plus, dans certains cas, les témoins ont affirmé que les deux hommes parlaient une langue ressemblant à l'allemand. Bon nombre d'affaires de disparition ou de meurtre voient aujourd'hui Christian Bruckner comme principal suspect. Les enquêteurs sont certains que celui-ci est un tueur en série. Nous n'allons pas plus rentrer dans les détails de ces autres disparitions. Une autre émission au nom de sujet, Christian Bruckner, viendra le jour et complétera notre récit. Nous allons d'ailleurs retourner sur notre affaire de disparition de la petite Maddie McCain. Voici les derniers éléments qui ont permis aux enquêteurs d'être quasiment sûrs que c'est bien Christian Bruckner qui a commis l'enlèvement, mais aussi le meurtre de la petite Madeleine McCain. À l'époque de la disparition, Christian avait une petite amie qui a donné un récit effroyable seulement en 2020 de ce qu'aurait pu faire Christian. Celle-ci raconte qu'à l'époque où elle était âgée de 17 ans et Christian de 30, que même dans le quotidien, notre criminel était d'une grande violence. Selon elle, Christian est bien l'assaillant, et voici pourquoi. La jeune femme raconte qu'à l'époque, celle-ci avait trouvé des fichiers pédopornographiques sur l'ordinateur de Christian, et quand elle lui en avait fait la remarque, celui-ci l'aurait battue tellement fort qu'elle aurait été hospitalisée. Elle aurait donc gardé le secret, car terrifiée par son petit ami. Un peu plus tard, dans la soirée de la disparition, Christian aurait affirmé à sa petite amie de l'époque qu'il avait un travail horrible à faire et que c'était urgent, mais qu'une fois que ceci serait fait, sa vie changerait définitivement. Il a rajouté aussi qu'il ne reverrait plus la jeune femme pendant un certain temps. Quelques jours plus tard, alors que cette petite amie revit Christian, elle lui demanda s'il avait quelque chose à voir avec cette affaire. Et il lui a répondu « Ne parlons pas de ça ». Celle-ci fit une révélation aux enquêteurs. En effet, ceux-ci savaient que Christian possédait 2 véhicules, un van et une Jaguar, mais elle leur apprenait qu'il possédait aussi une Winnebago Allegro et que s'il retrouvait ce véhicule, il trouverait des preuves par rapport à la disparition de la petite Madeleine McCain. De plus, au cours de l'enquête, les policiers ont l'aide du meilleur ami de Christian. Celui-ci est persuadé que c'est bien Christian qui a commis l'enlèvement, mais il dit aussi que selon lui, ce n'est pas pour son compte. Il suspectait déjà Christian d'être relié à un trafic d'êtres humains il y a quelques années. Si l'homme en est sûr, c'est parce qu'il était le colocataire de Christian au moment des faits. Et il ne l'a jamais vu ramener un seul enfant à l'appartement, ni même s'absenter plus de 2 jours. Il annonce que Christian avait énormément de contacts dans le dark web pour la revente de drogue, mais aussi pour la revente de fichiers pédopornographiques. Les policiers accordent beaucoup de crédit à cette histoire, au vu du nombre d'affaires auxquelles Christian est relié, et cela expliquerait la présence d'un second homme blond, souvent décrit. Voilà ce que l'on sait aujourd'hui. L'enquête étant toujours en cours, la police a décidé de garder sous silence de nombreuses preuves. Ce que l'on sait, c'est qu'ils ont dit qu'ils ont des preuves irréfutables et sont sûrs et certains que la petite Maddie McCain est malheureusement décédée. Le 15 juin, Christian a d'abord réclamé le 5e amendement, gardant le silence tant qu'il n'y aurait pas de preuves solides à son encontre. Preuves qui n'ont pas tardé à être trouvées lorsque les policiers ont découvert que celui-ci avait une propriété désaffectée en Allemagne, au sein duquel ils ont fait de macabres découvertes. Police searched a deserted factory owned by Bruckner and made a grim discovery. Hard drives and USB sticks
hidden in a plastic bag, buried with his dog. So on the property of Christian B, they found material which, according to the current information, is like 8,000 pieces, videos and pictures. And this is quite typical for these kind of offenders. They are filming what they do, and sometimes they are fantasizing about their crimes every day and every night, over and over and over and over again. Christian aujourd'hui nie toujours son implication dans l'enlèvement de Maddie McCain. Des futures révélations sont attendues dans les mois à venir. Ce que l'on peut retenir de tout cela, c'est que l'on ne connaît jamais réellement son prochain. Et malheureusement, encore une fois, le système judiciaire aurait du sang sur les mains. Pour preuve, pas de suivi des délinquants sexuels, pas de peine de prison ou bien trop légère. C'est la fin de cette émission. Si jamais il y a du nouveau dans cette enquête, nous n'hésiterons pas à faire un édit dans la barre de description. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez tout de suite aller voir des documentaires sur Netflix ou sur YouTube. Il y en a énormément. Nous espérons que cela vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire connaître cette histoire. Et je vous dis à très vite dans un prochain JTR.